Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Voilà que l'on consomme de la cocaïne, de la 3-MMC. Je ne sais pas ce que c'est que cette drogue, on va en parler dans un instant. Qu'on boit de l'alcool à l'Assemblée nationale. Il y a une enquête qui a été faite par des confrères journalistes qui est assez édifiante. Moi, je voudrais qu'on en parle quand même un instant. Éric Piolle a proposé, le maire de Grenoble, des tests de dépistage aux députés avant de rentrer dans l'hémicycle. Je crois que... Non, enfin, il y a quand même un dossier, peut-être que les auditeurs vont découvrir. Je voudrais juste, avant d'entendre Georges Fenech et Philippe Guibert, avoir quelques précisions. Jean-Pierre Coutron, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes psychologue addictologue et ancien président de la Fédération Addiction et président de l'association Opélia. Vous avez certainement dû lire cette enquête où l'on voit effectivement que les députés, les collaborateurs sont épuisés, que pour tenir, semble-t-il, certains, et on ne jette pas l'opprobre sur tous les députés de l'Assemblée nationale, bien sûr, certains, mais ils seraient de plus en plus nombreux, consommeraient des substances, notamment de la cocaïne et de la 3-MMC. C'est quoi la 3-MMC ? C'est une drogue plutôt festive, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une drogue plutôt excitante. Ça fait partie de ces nouvelles drogues chimiques qui poussent pas dans des plantes naturelles, voilà. Ah oui, non, mais ça veut dire, quels sont ses effets, pardon, parce que nous ne connaissons pas. Comme la cocaïne, c'est une excitant. Je vous entends mal, hein, mais oui, nous aussi on vous entend mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, intéressant entre guillemets, on voit arriver dans le milieu de l'Assemblée nationale des produits, la cocaïne, le 3-MMC, qui sont des produits stimulants. Voilà, ce sont des produits qui permettent de moins sentir la fatigue, d'avoir le sentiment d'être plus puissant, d'être plus productif, d'être plus dynamique. C'est des produits qui sont sur cette ligne de produits. Le cannabis, par exemple, dont on parle à d'autres moments, a des effets plus décontractants. Les opiacés ont des effets analgésiques et endormants. Et l'alcool, qui est aussi consommé, puisqu'il y a une buvette, je crois, à l'Assemblée nationale, est un produit qui a un spectre d'effets beaucoup plus large. Moi, je voudrais juste savoir, et pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent, quelles sont les conséquences... vous n'entendez. Eh bien, vous savez quoi ? On va vous rappeler. Georges Fenech, vous qui avez été sur les bancs de l'hémicycle, alors évidemment il y a prescription, comme ça vous pouvez parler tout à fait librement à l'antenne ce soir. J'ai jamais pris de la drogue. Non, oui, moi non plus, j'ai jamais consommé de drogue. Que les choses soient très claires. Mais quand on lit cette enquête, est-ce que vous êtes étonné ? Alors écoutez, je l'ai pas lu, franchement, mais il semble que ce soit quand même un résultat tout à fait étonnant. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Les nuits à l'Assemblée, le rythme des travaux parlementaires conduit des élus à tomber dans le piège de la drogue. Alors moi, si vous voulez, de mon époque. Ah, alors racontez-nous. De mon époque, c'est vrai que d'abord le rythme... On parle de la buvette, hein ? Oui, la buvette, c'est un endroit mythique. Exactement. Pour un député, on y dîne, on y déjeune. L'été, il y a une terrasse sur la place de la Concorde, c'est très agréable. Mais il y a des soirées nocturnes dans l'hémicycle, il y a des affrontements, il y a des soirées d'une grande intensité, voire même presque de violence, verbale en tout cas déjà. Et c'est vrai que la buvette, c'est un exutoire. Voilà, non mais vous avez raison. Mais c'est un exutoire. Pardon, est-ce que la drogue et l'alcool n'entraînent pas ces scènes à l'Assemblée nationale ? La consommation d'alcool n'arrange pas les choses, c'est certain. Et pour être franc, mais je citerai aucun nom, bien sûr, j'ai plusieurs de mes collègues qui étaient dans l'addiction alcoolique totale, et j'en ai connu d'ailleurs, qui ont suivi des cures de désintoxication parce que ils étaient à un point de bascule. Ils ne pouvaient plus à un moment. Mais par contre, franchement, je vous le dirais, j'ai pas le souvenir d'une seule affaire de drogue. Mais récemment, rappelez-vous, au Sénat, il y a eu une histoire de viol sous chimie. Ah oui, exactement, vous avez raison. Tentative sur une sénatrice par un sénateur. Oui. Donc à partir du moment où ce sont des parlementaires, ils en sont pas moins hommes, il peut y avoir toutes sortes de dérives. Oui, mais là, c'est inquiétant quand même. Là, c'est quand même très inquiétant. Philippe Guibert, quand même, un mot sur cette consommation de drogue, d'alcool à l'Assemblée nationale, qui de l'œuf ou la poule. Vous dites effectivement, Georges, que les débats étaient tellement violents que parfois, un petit verre, ça permet de se détendre. Moi, je vais retourner la question dans l'autre sens. Est-ce que les débats violents, parce que ce sont quand même les députés, excusez-moi, ce sont eux qui votent les lois. Vous n'arrivez pas avec de la consommation de substances pour décider de l'avenir de la France. Moi, est-ce que je suis peut-être naïve, mais moi je suis choquée. Moi, je viens travailler. C'est très choquant. Je ne consomme pas de substances. Moi, ça me choque. D'ailleurs, ce que vous dites, Pascal, vous concerne tous les salariés et les indépendants de ce pays sur vos lieux de travail. Vous n'êtes pas censé en état Vous n'êtes pas censé être en état d'ébriété ou consommer de la drogue. Mais vous êtes surpris, Philippe Guibert ?
Sur la drogue, je suis surpris. Sur l'alcool, un petit peu moins, parce que Georges l'a rappelé, c'est une vieille tradition. Prendre un petit verre, ça va. En prendre plusieurs. Bon, là, on était à 15 verres. Il y a des témoignages, il y a effectivement sous couvert d'anonymat, mais députés qui disent que la consommation moyenne, c'est 15 verres par jour. Pour ne pas dire de bouteilles. 15 verres par jour. 15 verres par jour, ça fait combien de bouteilles oui. Ça fait là, on est bien à 2 ou 3 bouteilles. Ouais, 2 ou 3 par jour. Là, on tombe combien vous me dites, Esteva? Une bouteille, c'est 4 verres, me dit-on. Donc, vous voyez, c'est la moyenne. 2 ou 3 c'est énorme. Ça s'appelle un problème d'alcoolisme. C'est-à-dire de prendre un petit verre à déjeuner ou à dîner ne pose pas de problème considérable. Je crois que le ministère de la Santé dit pas plus de 2 verres par jour en faisant quelques pauses dans la semaine. Bon, même si on ne respecte pas le ministère de la Santé ou ses consignes, on peut avoir une consommation modérée d'alcool. Là, quand on en est à 15 verres, c'est un problème d'alcoolisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Vous vous souvenez du député de la France Insoumise, Andy Kerbrat, qui avait été arrêté mi-octobre à Paris alors qu'il achetait donc de cette drogue, la 3-MMC, qui semble-t-il, fait légion. Mais la drogue, et qui avait été soutenu par son groupe. Eh oui, exactement. Le macroniste Emmanuel Pellerin, qui a défrayé la chronique début 2023, il avait annoncé qu'il se mettait en retrait après que Mediapart a révélé qu'il consommait de la cocaïne. Louis Boyard, qui ne cache pas lui, il a été fut un dealer. Oui, voilà, il fut un dealer de cocaïne. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus nouveau et c'est encore plus inquiétant. Enfin, l'alcoolisme est inquiétant aussi. Je suis pas en train de minorer ou de relativiser les 15 verres par jour dont vous parliez. Mais la consommation de drogue, on est dans une société qui est en train d'être gangrénée par la drogue, par les drogues. Ah mais ça. Alors, je vais pas pousser le paradoxe jusqu'à dire que l'Assemblée nationale pourrait un peu refléter la société française, mais le fait est que sans doute un certain rajeunissement de l'âge moyen des députés avec les dernières élections a pu conduire effectivement des parlementaires à consommer de la drogue, et ça c'est dramatique parce que on a retrouvé Jean-Pierre Coutron. Moi je voudrais savoir quelles sont les conséquences sur la perception des choses, sur le comportement de ces drogues, la cocaïne, la 3-MMC et que sais-je encore. On parle aussi de cannabis, mais bon, ça c'est encore autre chose. Oui, alors vous savez, d'abord je voudrais juste commenter ce qui a été dit avant, qui me paraît assez juste, avec en m'associant au fait il faut pas faire un traitement particulier pour l'alcool. C'est une drogue comme les autres. Elle a juste un statut pénal qui est différent. Je voudrais rappeler que c'est quand même la drogue qui tue 50 000 personnes, 50 000 de nos concitoyens en France actuellement, et que nous n'avons aucun intérêt, qui que nous soyons, à banaliser les dégâts de l'alcool. Et effectivement, les consommations d'alcool, vous avez raison de le rappeler. Sont à des proportions. Et vous avez raison de rappeler, je crois que c'était M. Fenech qui le disait, les chiffres, ou c'était vous, la norme du ministère de la Santé, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, et pas plus de 10 par semaine. Et pas plus de 10 par semaine. Voilà. Après, quand on dit ça, chaque drogue a des effets particuliers. Donc effectivement, le 3-MMC, c'est plutôt en contexte d'excitation, avec parfois des pratiques autour de la sexualité. La cocaïne, c'est un stimulant. Les personnes qui prennent ces drogues, les opiacés, encore une fois, sont plutôt des produits qui ralentissent, qui endorment, ou qui atténuent la douleur. Nos députés, excusez-moi de vous le dire, vous veniez de le dire, ils sont comme les autres. Je crois qu'il y a 15 jours, 3 semaines, le scandale, c'était la consommation de cocaïne dans le milieu du rugby. Voilà, sport éminemment intense, sport de combat, sport intense. Il va y avoir demain un grand match France-Angleterre, où des jeunes qui avant avaient des problèmes avec la 3e mi-temps ont maintenant des problèmes à l'entraînement et avant avec la consommation de cocaïne. Il y a quelque temps, l'OFDT, l'Office frontal des drogues et des toxicomanies français, qui donne tous ces chiffres et qui a donné l'alerte sur la cocaïne, rappelait que dans le milieu professionnel, un des milieux où la consommation de cocaïne a le plus augmenté, c'est les marins-pêcheurs. C'est les rames pareil, boulot qui demande, vous travaillez la nuit, enfin c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc les personnes qui vont prendre ces drogues sont des gens qui n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Mais pardon, j'ai posé une question, Jean-Pierre Coutron, très naïve. Georges Fenech disait à l'instant que lorsqu'il était député, sur les bancs de l'hémicycle, il n'y avait pas de drogue. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette fichue drogue se soit infiltrée absolument partout? C'est quand même affligeant, Jean-Pierre Coutron.
je sais pas s'il y avait pas de drogue, ou si ça ne se voyait pas, ou si ça ne se disait pas. Voilà. Moi, on a toujours un problème avec les drogues, c'est le moment où ça devient visible. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a un renouvellement de notre société. Il y a plusieurs chiffres qui ont montré l'augmentation de la consommation de cocaïne chez l'ensemble de nos citoyens. D'une certaine façon, ça aurait été étonnant que dans le micro-société qu'est l'Assemblée nationale, ça ne se retrouve pas à minima. C'est incroyable, mais c'est quand même la preuve, et c'est vrai que la société va très très mal, Jean-Pierre Coutronc. C'est la preuve que la société va pas bien, mais enfin je crois qu'il y a une transpose nationale qui était là. Alors je tombe peut-être de l'armoire, vous allez dire elle est bien naïve, pardon. Non. Oui. Ceci dit, là. C'est vrai. Non, les parlementaires ont une il y a une obligation. transpose nationale qui est censée être la santé mentale. Vous avez raison. Ceci dit, la suggestion. Voilà. Et on sort d'un certain nombre d'années autour de crises de tous les niveaux. Donc effectivement, la société va mal et individuellement, les personnes ne vont pas bien. Et alors, encore une fois, je vais ne pas faire l'éloge des drogues. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. C'est pas moi qui ferai l'éloge des drogues. Mais il faut bien comprendre que la personne qui prend la drogue, au début, elle y trouve une solution illusoire, mais elle y trouve une solution à quelque chose qu'elle ressent comme étant un problème pour elle. Si dès le départ la drogue faisait mal, vous ne seriez pas là à m'interviewer et je ne serais pas là à vous répondre. Non, mais c'est une certitude. Le problème, c'est que, bon, moi, ce qui me dérange, pardon, mais encore une fois, je suis peut-être très naïf parce que je suis jamais tombé là-dedans, je n'ai jamais consommé de cocaïne, ni de quoi que ce soit, de ma vie. Donc, je suis assez intolérante avec les gens qui représentent la France ou qui ont vous voyez, des métiers, ils font ce qu'ils veulent, je juge pas, mais enfin, le récréatif, c'est pas mon problème. Mais quand vous avez des postes à responsabilité, pardon, non? Vous avez raison, mais quand même. Georges Fenech. Deux petites remarques. La suggestion d'Éric Piolle ne tient pas la route une seconde. Hein. Ah oui, pour faire tester, non bien sûr que non. Alors, il a qu'à faire tester aussi tous ceux qui travaillent à la mairie de Grenoble. Oui. Il y a une atteinte à la liberté individuelle. On ne teste pas les gens comme ça, hein, sauf s'ils sont pilotes d'avion. Donc là, je crois que c'est... Et puis, deuxième remarque, au fond, et que j'ai oublié, oui, en fait, ce que je souhaitais dire, c'est que j'ai trouvé vraiment intéressant l'initiative de Bruno Retailleau, qui veut lancer une campagne de culpabilisation. Oui, du consommateur, vous avez raison. Parce que ça, on le réclamait. Georges, même vous avez bien raison. On se demandait pourquoi il n'y avait pas de campagne, comme il y a eu des campagnes sur la drogue. Bien sûr. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne suggestion. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites. Pour compléter ce que dit Georges, moi j'ajouterais, on assiste, dans les années 80, au début des années 90, la cocaïne, elle est consommée dans le secteur de la pub, dans le secteur du showbiz. Oui, parce que ça coûtait très cher. Très parisien, très réduit, avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Tous les spécialistes le disent, et notre invité l'a dit il y a un instant, le marché de la cocaïne a explosé. Il est beaucoup plus abordable, il n'est pas forcément de très bonne qualité, et donc ça touche beaucoup de milieux qui n'étaient absolument pas touchés auparavant. Oui, mais quand on a des postes à responsabilité, pardon, vous consommez ailleurs, évidemment. Et certainement pas dans l'hémicycle. Écoutez, Gérald Darmanin qui réagissait à la proposition d'Éric Piolle, le maire écologiste qui voulait conduire de façon anonyme des tests de drogue sur les députés pour voir si le problème touche aussi les cercles des décisions. Écoutez Gérald Darmanin à ce sujet. Il y a des cercles de pouvoir aussi, il y a des cercles de richesse qui utilisent la drogue. Moi, j'ai vu, de mes yeux les scooters T-Max de la Défense venir dans les tours de Pablo Picasso à Nanterre récupérer la drogue. C'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration, la drogue. C'est aussi des avocats d'affaires, des cadres, des journalistes, des politiques qui en consomment. Donc le discours, c'est tout à fait sûr, et si c'est ce que veut dire M. Piolle, là je le rejoins, que la consommation et la question de la drogue n'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration. Voilà. Oui, mais on peut rajouter quand même. Et après, M. Coutronc voudrait réagir. Il a évidemment raison, Gérald Darmanin, mais je trouve que vraiment Éric Piolle est d'un cynisme total. Parce que quand même, c'est un des maires qui a été le plus indulgent avec les laxiste avec les trafiquants de drogue. Ça a fini par lui exploser à la figure. Il a eu des morts, y compris parmi les agents de sa mairie, sur un règlement de compte. Mais vraiment, Grenoble est une plaque tournante du trafic de très longue date, et on peut pas dire que M. Piolle était à la pointe du combat. Bon, M. Coutronc, vous vouliez réagir, on vous écoute. Oui, parce que je crois, vous savez, j'ai peu d'espoir qu'on arrive à parler complètement de ce sujet-là, mais je crois que une des choses qui est importante ce soir, c'est qu'on prenne la mesure que
aucune classe sociale, aucun métier ne passe à côté de ce type de problème. Et il faut bien que l'on comprenne, du coup, que avant que ce soit une maladie, cet acte de consommer s'inscrit dans quelque chose que chacun, quand c'est lui qui est concerné, trouve normal, qui est « je prends quelque chose pour me soulager ». Alors vous disiez, vous ne l'avez jamais fait, il y a évidemment des personnes qui ne l'ont jamais fait, mais le nombre de personnes qui sont en du travail vont s'installer dans un café et vont prendre de l'alcool, en trouvant normal de se déstresser avec de l'alcool. Moi, une partie des gens que j'accompagne dans une des villes que vous savez citer, Boulogne-Billancourt, pour ne pas le cacher, vont tomber dans l'alcoolisme à cause de ça. Le nombre d'étudiants qui, la veille de quelques examens, parce qu'il y a du stress, vont aller demander à un produit d'avoir un effet stimulant. Voilà. Donc, notre rôle n'est pas de dire ce que tu fais est banal. Il ne faut pas banaliser. Mais notre rôle, et c'est là que je suis pas d'accord avec la campagne du fait de M. Retailleau, c'est de ne pas les culpabiliser, c'est de les responsabiliser, c'est-à-dire de leur permettre de comprendre que cette stratégie qu'ils prennent va se retourner contre eux, va se retourner contre leur entourage, va se retourner contre des personnes à qui ils ne voudraient pas créer de problème, y compris eux-mêmes. Excusez-moi, mais M. Retailleau n'est pas ministre de la Santé. Il est ministre de l'Intérieur. Lui, ce qui lui préoccupe, c'est les règlements de compte à la Kalachnikov. C'est comme avait dit Éric Dupond-Moretti, les consommateurs ont du sang sur les mains, vous comprenez? Ça n'aurait pas posé de problème. S'il avait contenté de prendre une parole de ministre de l'Intérieur, il dit qu'il veut faire une campagne sur la drogue et il dit qu'il veut culpabiliser les usagers. À ce moment-là, culpabilisons les usagers d'alcool, culpabilisons l'ensemble des usagers qui sont responsables. Voilà. Et la culpabilisation en termes de travail avec les addicts n'a jamais marché. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Culpabilisons-les sur la violence, culpabilisons-les sur le trafic, culpabilisons-les sur le manque de civilité dans un certain nombre de phénomènes de guérilla. Alors là, vous m'aurez avec non, mais peut-être culpabilisons-les, mais monsieur Jean-Pierre Coutronc, contre-productif. Jean-Pierre Coutronc, vous êtes bien placé quand même pour savoir que j'imagine que si quelqu'un veut arrêter de consommer, il faut quand même qu'il y ait une certaine volonté personnelle aussi. Donc c'est bien aussi de non. Ça ne marche pas. Ah bon, la volonté ne marche pas. Il faut qu'il y ait parfois des contraintes. Il faut qu'il y ait des contraintes. Il faut qu'il y ait d'interdits. Ce matin, je travaillais avec des magistrats, voilà. Mais la volonté. Excusez-moi, on n'a pas beaucoup de temps, mais au niveau neurologique, c'est justement la partie du cortex frontal, préfrontal, la cortex de la volonté qui est court-circuitée une fois qu'on est devenu addict. Donc, demander à quelqu'un addict de faire preuve de volonté, c'est demander à un unijambiste de courir sur la jambe qu'il a perdue. À l'inverse, il y a un certain nombre de stratégies que l'on peut mettre en route, qui vont utiliser la motivation, qui vont utiliser des contraintes. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Mais excusez-moi, je suis désolée, Jean-Pierre Coutronc, c'est absolument passionnant, mais je suis obligée malheureusement d'envoyer le carillon. Merci d'avoir été avec nous. Il est 20h30 sur Europe 1.